Salut tout le monde, bienvenue à ce 12e vidéo sur le jeu PAX Émancipation, publié par Sierra Madre Games. Dans ce vidéo, à la demande générale de Christophe, je vais vous donner quelques stratégies pour vous partir. On fait bien des jokes, mais vous allez tous profiter de ça une fois que votre mal de tête d'apprentissage de règles va être passé, puis que vous allez avoir fait une coupe de game, puis que vous verrez pas clair nécessairement là, dans ce qu'il faut faire. Euh, OK, allons-y. Il y a du stock, là, ça va être pêle-mêle un petit peu, là. Peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner au début, là, euh, Syndicate, Syndicate, Syndicate. Fait qu'on l'a vu dans la séquence de jeu, là. Vous avez deux actions par tour, puis après, vous pouvez faire autant de hops que vous avez de bonhommes sur les cartes. Alors, si vous n'avez pas personne sur aucune carte, votre tour va finir vite en esti. Vous allez faire deux actions, vous ne ferez pas de hops, puis tout, c'est tout de suite l'éléphant, le hate, le pogrom, market refresh, puis après ça, vous avez terminé. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on se rend compte assez vite. À un moment donné, si un autre joueur a comme deux, trois agents sur des cartes, puis nous autres, on n'a rien, là, ben, on trouve qu'il fait pas mal d'affaires dans ses tours, puis on trouve que nous autres, on fait pas grand-chose. Alors, Syndicate, c'est la clé. Maintenant, on syndicate quelle carte? Puis ça, c'est un setup complètement random que j'ai fait avant une vidéo, là, que je check à peu près en même temps que vous autres. Il y a énormément de choses à considérer. On syndicate pas la première carte qui nous passe par la tête, là. C'est probablement une des grosses décisions que vous allez prendre dans le jeu. D'abord, évidemment, le prix. Je suis conscient qu'avant de syndiquer la carte qui coûte 5 par rapport à la carte qui coûte 0, puis là, il y a peut-être des cartes là-dedans qui ont déjà des agents, puis ça augmente le prix encore. Évidemment, le prix est à considérer. Euh, la pérennité de la carte, on peut appeler ça comme ça, là, mais sachez qu'évidemment, si vous syndiquez cette carte-là, ben vous êtes à un jet bad lucker, entre guillemets, d'éléphant. Euh, Pas nécessairement de perdre votre agent, mais il va revenir dans votre. Il va être divesté, puis il va revenir dans votre tableau de finances. Ouais, puis ça, c'est triste parce que pour syndiquer, ça vous a coûté de l'argent, puis ça vous a coûté une action. Fait qu'à chaque fois que l'éléphant discarte une carte et vous avez des agents dessus, c'est un peu comme une opportunité perdue. Fait que la différence, par exemple, avec cette carte-là, elle a la flèche de diffusion culturelle. Fait que cette carte-là ici, si vous êtes dessus, puis que là, le jet de l'éléphant est un 3, 1, 2, 3, puis cette carte-là devait être défaussée, bien, oubliez jamais, c'est celle-là qui va être défaussée, puis la carte va se tasser à droite, à l'est, et vos agents vont rester dessus. Alors, c'est un peu comme si vos agents avaient deux vies quand ils sont sur une carte avec la diffusion culturelle. Vous pouvez syndiquer dans l'est, mais là, à ce moment-là, vous allez regarder, j'ai-tu déjà une carte avec une flèche qui pointe dans ma direction? Fait que par exemple, si je viens syndiquer cette carte-là ici, même principe, dès que l'éléphant va rouler 3, cette carte-là va se faire tasser par celle-là, puis mes agents vont prendre le bord. Fait que déjà, par exemple, si je viens syndiquer celle-ci, ben il n'y en a pas présentement de carte avec une flèche. Par contre, sachez que dès que cette carte-là va être défaussée, puis qu'on va faire le market refresh, ben c'est cette carte-là qui va descendre ici, puis là maintenant, je vais être à risque de perdre ma carte. Fait que syndiquer dans l'Est, généralement, on vit moins longtemps. Syndiqué dans l'Ouest avec une flèche de diffusion culturelle, c'est très intéressant. Ensuite, la chose qu'on néglige, le Firebrand, le chiffre ici rouge, le plus bas chiffre possible, peut-être le plus bas de la colonne si vous êtes capable. Puis là, il y a plein de scénarios intéressants. Tiens, on voit ici là, dans l'Ouest, bon, le plus bas que j'ai présentement, c'est le 40 qui est ici. Mais là, je peux regarder toujours la première carte du deck. La première carte du deck, c'est un 37. Fait que dès qu'il y a une carte qui va être défaussée à l'ouest, puis qui va avoir un market refresh, soudainement, le 40 n'est plus la plus basse, ça devient une 37. Pourquoi donc est-ce important? Là, réécoutez peut-être la vidéo sur les révolutions, là. Mais quand il arrive une révolution dans l'Est ou dans l'Ouest, la révolution va venir remplacer la carte avec la plus basse valeur dans sa colonne. Fait que, tu sais, le petit 7 qui est ici, là, il est cher, mais il est tentant, là. Il est tentant parce que s'il y a une révolution qui commence dans l'Est, là, elle va venir remplacer cette carte-là et vos agents qui sont dessus vont se retrouver là, à gauche de la révolution. Là. Fait que c'est très intéressant. C'est une autre chose à considérer. Autre chose à considérer, combien qu'il y a de hops et quelles sont-elles? Évidemment, à court terme, c'est ça. Là. Le reste, c'est des.
Le reste, c'est des possibilités. Vous jouez avec les odds un petit peu. Vous voulez que vos agents restent sur la carte le plus longtemps possible. Vous voulez que vos agents soient convertis en révolutionnaires si possible. Mais à court terme, effectivement, c'est les hops. C'est certain qu'une carte comme ça, qui a 3 hops, a un petit peu plus de flexibilité qu'une carte comme ça, qui en a une. Par contre, là, pour compliquer ça encore plus, dans le cas de lawsuit et de plébiscite, plus la carte est haute dans le marché, mieux c'est. Plus ça va vous donner de choix sur la. Parce que quand on lawsuit ou qu'on plébiscite, encore là, je vous réfère aux vidéos, mais on le fait sur une carte qui est en dessous de la carte sur laquelle se trouve le hop. Mais de manière générale, la quantité de hop et quels sont ces hops-là, c'est aussi un facteur. Vous pouvez aussi regarder l'impact qui est ici. Si jamais la carte devient viable à un moment donné, vous pourriez décider de la légiférer, la législater. Puis là, à ce moment-là, c'est l'impact qui est ici qui va être intéressant. Puis je répète, probablement l'impact qui a le plus de valeur, là, c'est celui justement de créer une révolution ou de joindre une révolution, là, qui est celui-là ici. Là. Mais ils sont tous bons, ramasser des barrières, poster des administrateurs gratuitement, aller syndiquer n'importe quelle carte gratuitement, ben, tous les impacts sont bons. Là. Puis il y a des cartes avec 2 impacts, évidemment, ça c'est aussi à checker. Et la paire d'icônes, finalement. La paire d'icônes qu'il y a dessus, parce que bon, est-ce que cette paire d'icônes-là est viable en ce moment? Si c'est le cas, ben, entre guillemets, quand vous allez être tanné d'utiliser les hubs de la carte, vous allez pouvoir légiférer, vous allez pouvoir aller ramasser les impacts qu'il y a ici. Fait que, tu sais, là, le prix, la valeur de Firebrand, la pérennité de la carte, la quantité de hops, le type de hops, les impacts et la paire d'icônes. C'est toutes des choses à considérer. Là. Fait que désolé si vous sortez de là plus découragé encore, là, mais au début, là, là, je vais le dire une fois, là, mais stumblez dans le jeu, là, puis faites n'importe quoi. C'est la meilleure façon d'apprendre. Là. Laissez le jeu vous runner, puis laissez le jeu jouer à votre place quasiment. Là. Mais, mais à un moment donné, avec le temps, là, quand on commence à avoir 3-4 games en arrière de la cravate, ben là, à votre premier tour, quand vous décidez de syndiquer, regardez un petit peu, puis considérez ces facteurs-là. La révolution, c'est le pain et le beurre de ce jeu-là. Jouer une game, puis peut-être réécouter le vidéo sur la révolution encore. Il faut tout comprendre les petites mécaniques subtiles dans la révolution. Là, déjà, si quand je vous ai parlé de la valeur de Firebrand qui est ici, vous avez dit ah, ça sert à quoi ça déjà? Ben, c'est important en asti pour les révolutions. Fait que les révolutions, en gros, plus vous allez avoir des révolutionnaires, mieux ça va aller. Et plus vos révolutionnaires vont être à gauche, mieux ça va aller. Parce que je répète qu'on résout toujours les révolutionnaires de droite à gauche. Alors, c'est ceux qui sont le plus à gauche qui ont le dernier mot. Puis à la limite, c'est ceux qui sont le plus à gauche qui vont être sur la carte le plus longtemps. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'une révolution va arriver en jeu, il va y avoir 1 ou 2 révolutionnaires dessus. Puis là, c'est comme qui va aller placer le troisième, puis quand est-ce que la révolution va être viable. Mais pendant tout ce temps-là, si vos révolutionnaires sont déjà sur la carte, vous avez accès aux hops qui sont là. Ça devient des hops de plus. Fait que le pire scénario peut-être qui peut arriver, c'est qu'une révolution trigue à la fin de votre tour. Fait que la révolution elle trigue à la fin de votre tour, ça c'est sûr. Mais je vais compléter ma phrase, qu'une révolution trigue à la fin de votre tour sans que vous ayez des agents qui soient placés dessus, sans que vous ayez des révolutionnaires qui sont placés dessus. Fait que, si j'arrive à la fin de mon tour, puis là, la US Civil War commence, puis j'ai pas d'agents qui sont placés dessus, admettons que je suis le vert, ben quand le blanc arrive, Chris, c'est une vraie joke. Pour 0, il peut venir placer un révolutionnaire ici, puis pour 1, il peut venir placer le deuxième révolutionnaire. Fait que vous voulez dérouler le tapis rouge là, pour le joueur blanc, là, puis de dire vas-y mon pit, la guerre civile a trigué à la fin de mon tour, puis maintenant, là, pour tes 2 actions, tu peux venir mettre 2 révolutionnaires ici. Fait que le blanc est mort de rire. Là, ça lui donne accès à ces 2 hops-là pour un crise de bout. Et le jour où la US Civil War, là, la révolution va être successful, là, ben, le blanc a les 2 derniers agents qui vont être résolus sur la carte. C'est vraiment majeur, majeur. Fait que comment est-ce qu'on fait pour avoir déjà du monde alors que la révolution trigue à la fin de notre tour? Ben, encore là, le low firebrand, si vous avez des agents sur cette carte-là, ils vont venir se placer sur la carte automatiquement. Et si les dissidents sont toutes de votre couleur. Là, vous allez avoir ce qu'il appelle le héros du peuple qui va venir se placer lui aussi à gauche sur la carte.
Fait que c'est les deux façons où vous devriez vous assurer que quand il y a une révolution qui trigue à la fin de votre tour, là, que vous avez votre part du gâteau, parce que par le temps que les autres joueurs jouent, des fois, là, la révolution va être successful, puis ça n'aura même pas eu le temps de revenir à vous autres. Là. Puis dans les décisions à prendre, évidemment, là, c'est la factory au plus crisse. La factory au plus crisse, là, dans les 8 cadeaux possibles de révolution. Les premières, souvent, révolutions là, qui vont être successful, là, l'Europe, les petites places aussi, bon, ça, c'est Disease, ça va prendre un petit peu plus de temps, là. Mais l'Europe, les 13 colonies, là, tu sais, les grosses places dans l'Est, ça prend du temps, là. Ça prend du temps, il y a beaucoup de dissidents, c'est de l'ouvrage. Fait que vraiment, l'Europe, souvent, là, comme dans la vraie vie, là, elle va être une des premières. Là. Puis il y a déjà pas mal de monde, puis tout le kit. Là. Fait que je les connais pas par cœur, les cartes de révolution. Je les check moi tout, puis je les flippe, puis je regarde qu'est-ce qui est bon. Là. Mais vous allez voir dans vos games, il y a une certaine séquence de places qui tombent en révolution. Là. Fait que bref, euh, là, quand vous. Ah, la Factory, Marco nous a dit que ça valait le nombre de boats mauves qu'il y avait adjacent à la sphère. Mais regardez les sphères, là, à l'exception des Ottomans, puis à l'exception de la Chine, c'est ça, ils ont toutes deux boats qui sont adjacents. Là. Fait qu'il y a juste l'Ottoman qui a seulement un boat adjacent, puis la Chine qui a seulement un boat adjacent. Mais le reste, si vous mettez votre Factory, vous êtes quasiment certain d'avoir 4 points de victoire pour la Factory, mais c'est surtout pour vous pitcher sur les disques de maladie en premier. Si vous pouvez shifter les autres joueurs sur les disques de maladie, là, vous allez être bien parti en esti 3 VP chacun. Puis contrairement aux disques d'anarchie, là, qu'on se passe comme des vieilles chaussettes d'un joueur à l'autre, là, les disques de maladie, une fois que vous les avez, là, c'est terminé. Fait OK, de manière générale aussi, je vais vous dire, le hate, c'est pas si pire que ça. Le pogrom, c'est grave, mais le hate, c'est pas si pire que ça. J'ai joué contre un joueur blanc, croyez-le ou non, ça peut avoir l'air d'être du suicide. Il vient crisser un agent ici, puis il se met là, sur à peu près toutes les cartes qu'il y a du Westernize, là, qui est l'espèce de chapeau melon ici, là, puis il va venir spammer il va venir spammer des agents ici. Là. Il va venir mettre là, autant de bonhommes qu'il y a de Westernize ici. Il vient mettre l'éléphant sur ce port-là. Puis là, on dit, My God, ça n'a pas de bon sens. Il va avoir 4D de hate. Puis check ça là, sur un 1, un 2 ou un 5. Fait qu'essentiellement, une chance sur deux. Le hate va venir tuer un bonhomme blanc. Mais c'est pas grave. Le hate, là, après ça, les bonhommes blancs deviennent des dissidents. Fait que là, dans le temps de le dire, ça devient rempli de bonhommes blancs. Puis là, après ça, s'il y a d'autres bonhommes blancs qui sont supposés d'arriver là, il arrive des 10 d'anarchie. Puis s'il y a des 10 d'anarchie puis des dissidents, ça devient la révolution chinoise. Puis guess what? Ben lui devient le héros du peuple parce qu'il y a tous ces dissidents blancs qui sont là. Puis si en plus il y a eu du flair, puis il est venu mettre un bonhomme dans l'Est sur la carte la plus petite, il peut commencer la révolution de la Chine avec déjà deux de ses agents à gauche complètement. Fait que le hate, c'est pas grave. Vos agents qui sont tués deviennent des dissidents. Puis si vous êtes capable de remplir les carrés de dissidents avec des bonhommes de votre couleur, ben vous êtes déjà très bien parti. Fait qu'il faut pas avoir peur du hate. Le pogrom, c'est grave. Le pogrom, là, vous massacre. C'est le terme que le jeu utilise. Le pogrom, là, c'est triste. Si vous pognez là, la chance sur 6 que ce soit votre couleur, là, le pogrom vous massacre, incluant même votre factory potentiellement. Fait que le pogrom, c'est grave. Le hate, c'est pas si pire que ça. Prenez pas les barrières mauves trop vite dans les tyrannies. Résistez à l'envie de prendre cette barrière mauve-là, puis celle-là trop vite. Vous passez de 5 barrières à 4 barrières, ce n'est donc plus une tyrannie. Et là, à ce moment-là, là, quand vous brassez beaucoup de hate, puis que le peuple affamé, là, ou le peuple assoiffé de sang, n'est pas capable de trouver des agents de cette couleur-là à tuer, là, ça va devenir des anarchies. Et c'est la fois que j'ai vu là, qu'on a passé le plus proche de perdre une game. Là, quand c'est quand le hate devient hors contrôle là, dans des endroits avec beaucoup de barrières, là, les disques d'anarchie s'accumulent très rapidement, refoulent à d'autres places, ça fait plus de jets de pogrom qu'il y a une chance sur deux de créer plus d'anarchie, puis ça va vite en esti, il y a moyen de perdre le contrôle de la game assez rapidement comme ça. Là. Fait qu'il faut se retenir, souvent un joueur rouge débutant flairant les VP, là, va venir crisser un bateau ici, là, puis là, il va faire des ops maritimes, puis il va dire Yeah, j'ai pris cette barrière-là, puis Yeah, j'ai pris cette barrière-là. Mais ce faisant, là, ce n'est plus, ce n'est plus une tyrannie et il y a énormément de haine dans ces sphères-là. Là.
Bon, évidemment, chaque couleur, c'est le fun, il y a de la symétrie. Tu sais, je vous donne un exemple, là, je suis le vert, puis tu sais, je suis Monsieur Finance, là, puis là, je regarde, aucun problème, le vert regarde ici des cartes qui coûtent 2. Alors, regardez ce que ça fait pour le vert. Une carte qui coûte 2 à s'indiquer, là, je fais un, 2, et là, je peux installer mon agent de n'importe où. Évidemment, je ne suis pas fou, je le prends de la dette et je l'amène là. Alors, voici la situation finale de mon board de finance. Le blanc veut faire ça, ben, ou le rouge veut faire ça. Il y a différentes façons, là, mais tu sais, il pourrait avoir à faire un, deux, puis après ça, il est obligé de prendre l'agent le plus haut sur son board, puis il le prend, puis il l'amène là. Fait que, tu sais, regardez la différence quand même là, au niveau du fric, là. Mais concrètement, là, tu sais, si on compte en argent, là, le vert peut dépenser 7, puis le blanc peut dépenser 5. Ah, ils sont partis de la même situation de départ, mais après un syndicate d'une carte de 2, vraiment le vert a un edge. C'est le rouge qui a la charge des bateaux. C'est lui qui va faire la majorité des actions là. euh, c'est lui qui va faire la majorité des actions de shipbuilding. Parce qu'après ça, lui, il va être capable d'installer des marines, il va être capable, à chaque fois qu'il va faire des fundraise, là, d'utiliser les bateaux. Fait que souvent, le rouge se ramasse avec le plus de 10 d'anarchie, parce que c'est un peu la police maritime du board. Il va se ramasser là, avec la majorité des barrières mauves en temps et lieu. Pour cette raison-là, je trouve que le rouge est peut-être, je vais le dire de même, le plus simple à jouer au début, mais aussi, selon moi, le plus ennuyeux. T'sais, si on tirait les pouvoirs au hasard, puis je me ramasse avec le rouge, c'est ça que je suis le plus triste. OK? Parce que, encore là, au moins en début de game, là, un peu, notre chemin est un peu tracé d'avance. On fait beaucoup d'actions relativement plates, de shipbuilding, puis de gunboat, diplomatie. Le blanc qui poste gratuitement, c'est extrêmement, extrêmement puissant. C'est ce qui lui permet de poster en Chine. De ceux qui se posaient la question, on va dire, oh, mais Chris poste en Chine, il faut payer le coût des barrières. Pas le blanc. Pas le blanc. Lui, il poste gratuitement. Il n'a pas besoin de payer le coût des barrières. Alors que les autres joueurs postés en Chine, c'est comme des tu malades, ça me coûte 5 piastres. Je vais faire autre chose avec mon fric. Alors le blanc qui poste gratuitement, euh, c'est vraiment c'est vraiment puissant, là. Puis là, ben, comme je dis, là, j'avoue que la stratégie de blanc avec un espèce de spam de westernize pour libérer beaucoup d'esclaves, là, ça me semble extrêmement potentiel. La façon de contrôler l'éléphant, une autre des façons, au moins à votre tour, de contrôler l'éléphant. Bon, par exemple, si je suis le vert puis j'ai un bonhomme ici, là, bon, ben, si au cours de votre tour, vous faites un lawsuit ou un plébiscite, puis que vous allez vous-même intentionnellement créer un trou dans le marché, ben, je rappelle que l'éléphant ne va pas défausser une carte dans le marché. Alors, tu sais, si je suis le vert, puis que je fais lawsuit avec cette carte-là, puis que, tu sais, là, je viens la placer lawsuit, fait que je viens la placer ici, là, genre. Mais quand va arriver la phase de l'éléphant, on brasse pareil s'il y a pas, si j'ai pas fait d'action d'éléphant ou d'ops d'éléphant, on va brasser pareil pour savoir où il se ramasse. Mais le résultat du dé ne va pas venir défausser une carte ici parce qu'il y a déjà un trou dans le market. Alors ça, c'est une façon, si j'ai pas mal d'agents sur des cartes et que je veux pas les perdre, au moins à mon tour, c'est une façon que je peux contrôler l'éléphant. Là, dans les tours des autres, peut-être qu'ils feront pas ça, puis là, je suis un peu à la merci du dé. Mais au moins un tour sur trois, le vôtre, vous êtes capable un peu de contrôler l'éléphant. Rappelez-vous par exemple que si là, vous êtes bien excité puis vous faites par exemple, je sais pas, là, admettons que j'avais un autre bonhomme ici, là, puis là je fais une deuxième hop de lawsuit, puis là je m'en viens faire un lawsuit par exemple de celle-là ici, là, ben, je viens de raccourcir la game. Dans votre tour, si vous créez deux trous dans le marché, vous venez de raccourcir la game ou vous venez d'accélérer la game, dépendamment comment vous voulez le voir. Là. Mais là, tu sais, quand va arriver le market refresh, là, on va avoir besoin de deux cartes de ce deck-là pour refresher le market. Alors que la grande majorité du temps, c'est une seule carte par tour qu'on va avoir de besoin. Là. Fait qu'à chaque fois que vous faites ça, vous accélérez la game. Peut-être que c'est à votre avantage, peut-être pas, mais c'est à garder en tête. Les sphères modernes, évidemment, là, ce sont des havres de paix. Il n'y a plus grand-chose qui se passe. Il y a une affaire qui peut vous cochonner. Je pense que je l'ai mentionné dans une vidéo, mais ça vaut la peine de le répéter ici. Il y a une affaire qui peut vous cochonner dans une sphère moderne. Imaginez que vous êtes le vert, là, puis là, vous êtes aux oiseaux. Parce que là, vous avez ici une sphère. Shift-click. Vous avez ici une belle sphère moderne avec un paquet de monde dessus, puis ça compte
Ça compte pour vous autres là, en double, comme vert, parce qu'il n'y a plus de barrières qui sont ici. Tant qu'il reste des pirates, vous n'êtes pas à l'abri. Mettons, le rouge avait pris ce pirate-là. Fait que stratégie, j'avoue, extrêmement cheesy, mais c'est légal, que j'avais vu. C'est que là, par exemple, il y a un bateau ici, puis un joueur va faire exprès pour venir faire une action de gunboat diplomatie contre ce pirate-là en brassant juste un dé. Fait que là, votre réflexe au début, ça va être de dire: Hey, t'es-tu malade là? Si tu brasses un dé, là, t'as deux chances sur trois qu'il y ait de la corruption. Ben oui, imaginez-vous donc, c'est ça qu'il veut, Asti. Parce que là, s'il brasse un dé puis qu'il pogne un 2 3 4 il est capable de prendre une sphère puis venir. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette sphère-là? Il est capable de prendre une sphère puis de venir la régresser ici. Puis là, soudainement, elle a régressé ici. En plus, dépendamment de la couleur, si c'est une blanche, si c'est une rouge, mettons que c'est le joueur rouge qui fait ça, ben là, il vient de voler un point de victoire au blanc. Il vient de mettre une sphère rouge qui est ici. Et là, soudainement, c'est dans cette sphère-là, les points de victoire comptent double pour le rouge. Puis les points de victoire qui comptent double, c'est probablement ça aussi. euh, une des plus grandes sources de VP du jeu. Dans une sphère qui est remplie de personnes libres, d'administrateurs, ça va vite. Là. Imaginez une Chine où la majorité des esclaves ont été libérés. Ben, la personne qui va compter ces points-là une deuxième fois uniquement pour elle, là, elle va en faire en sacrament des points. Là. Elle va en faire vraiment beaucoup. Là. Fait que ça, c'est une des subtilités, là, tu sais, j'aurais pu passer 2 heures juste parler de ça, là, mais c'est une des subtilités, justement, avec les révolutions. Tu sais, je rappelle, les cadeaux des révolutions, vous pouvez prendre une barrière, mais vous pouvez régresser une barrière aussi. Alors, tu sais, quand je disais là, l'importance d'être placé de gauche à droite, là, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais admettons qu'on a un setup comme ça. Fait que, tu sais, on a un setup comme ça. Bon, ben, le rouge commence, prend son premier cadeau. Lui, il est déjà content de la situation actuelle parce qu'il se dit, Chris, je score les points, moi, en double parce qu'il y a juste une barrière rouge qui est ici. Fait que lui, il va faire quelque chose, là, tu sais, il va faire quelque chose d'autre. Il va prendre un cadeau là, qui est pas relié. Il va peut-être aller poster cet administrateur-là à quelque part, peu importe. Là arrive le vert. Fait que là, le vert arrive, puis il dit: Ah ben moi, tu sais, je vais venir prendre cette barrière-là, puis je vais en mettre ici, ça me donne un point de victoire, puis là, il n'y a plus de barrière ici, fait que les points comptent double pour moi. Mais qu'est-ce que vous pensez que le blanc va faire? Le blanc qui a le dernier mot, puis le blanc qui est à gauche complètement, lui, il va dire: Ben merci beaucoup, je régresse cette barrière-là. Et là, c'est terminé, ça, c'est gelé. À part la petite passe croche que je vous ai parlé des pirates, là, ça, normalement, c'est gelé, là. Et s'il n'y a plus de pirates adjacents, là, c'est crissement gelé. Là, il n'y a plus rien qui va bouger là-dessus. Là. Le blanc va faire ces points-là. Là, à ma connaissance, c'est assuré à 100%. Là. Fait que voilà la subtilité de résoudre les révolutionnaires de droite à gauche. En tout cas, vous allez faire l'expérimentation de tout ça. L'important, c'est de savoir jouer. L'important, c'est de maîtriser les règles. Puis au début, c'est le jeu qui va vous bosser, puis c'est le jeu qui va vous runner, là. Mais à un moment donné, là, si vous avez un peu le sens du gaming, des stratégies vont commencer à émerger dans votre tête en espérant que cette espèce de primer-là vous a donné ce qu'il faut pour vous partir. Alors là, voilà, on peut verser une larme. Là, c'est la fin de cette playlist de PAX Émancipation. Là, bonne découverte de cet excellent jeu. Puis si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là au risque de me répéter. Il y a d'autres playlists semblables sur la chaîne. À plus.